Je suis chez Madame Eliane Bouvier, qui est donc la compagne, si vous voulez, aujourd'hui, la veuve de Monsieur Nicolas Bouvier, qu'on ne présente plus, le grand écrivain suisse, dont l'un des œuvres les plus connues, c'est L'usage du monde. Madame Bouvier, comment peut-on vous, personnellement, vous présenter? Ben, par rapport à l'usage du monde, ça me fait rigoler Oui, parce que ce texte, je l'ai tapé 3 fois sur une vieille machine, enfin vous voyez à l'époque comment c'était, et puis à la 4e fois, comme il n'était jamais content du résultat, j'ai dit écoute, alors cette fois, c'est toi qui tapes, et moi je veux plus en entendre parler. d'accord, Donc c'était très clair. d'accord. Et il a tapé la dernière version de l'usage du monde avant de la donner à un éditeur. Et puis, ben, l'éditeur, il n'a pas répondu tout de suite parce qu'il y avait d'une part les dessins de Thierry Vernet, qui était son compagnon de voyage, et les éditions Gallimard ont refusé à cause des dessins, et les éditions Artaud euh, étaient, oui, voulaient bien publier, mais en enlevant 100 pages à l'usage du monde. Bon, alors ils sont rentrés bredouille et ils ont décidé à ce moment-là de publier à compte d'auteur, puisqu'aucun éditeur ne voulait prendre ce livre. Et c'était un énorme échec, évidemment. Mais enfin, Nicolas avait un ami éditeur euh, qui lui a dit je le prends à compte d'auteur, ce que nous avons fait. Et entre-temps, Nicolas avait reçu un prix de la ville de Genève pour les écrivains, ce qui a permis de nous payer l'imprimeur. Et voilà comment c'est parti. Et quand je le raconte en ce moment à mes amis de Étonnant Voyageur, à Saint-Malo, et depuis que j'y suis, depuis 1990, ils ne veulent pas croire que ce bouquin a été édité à compte d'auteur. J'aurais dit oui. Dans l'édition, ça peut se passer comme ça. Et ils me disent maintenant, mais c'est un livre culte. J'ai dit oui, mais euh, à l'époque, ça ne l'était pas. Donc ça, nous le devons peut-être à la perspicacité de Monsieur Bouvier, son goût peut-être du perfectionnisme. Et il y a un autre aspect que vous avez relaté qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, il y a des auteurs qui disent, oh oui, ils veulent censurer des pages, mais lui, il n'a pas accepté de se faire censurer. Comment il vivait ça? Très mal. C'est pour ça qu'il a refusé à l'éditeur qui lui demandait d'enlever son page à l'usage du monde. Et ce refus était motivé? Ah, c'était trop gros, c'était trop important. Ok. Je ne me souviens plus des prétextes qu'ils ont trouvés pour essayer d'enlever une partie du livre, finalement. Et ça, évidemment, tant Nicolas que Thierry l'ont accepté en disant non. Donc c'était quelqu'un qui aimait voyager, que vous avez aussi accompagné le plus souvent dans ses voyages. Euh, une question d'abord sur l'auteur, ensuite sur vous. Est-ce qu'il était fidèle en relatant les moments qu'il a vécus avec les populations rencontrées?
Par exemple, est-ce que l'écriture, la littérature de Monsieur Bouvier était aussi une photographie plus ou moins... Oui, complètement fidèle. Et ça, c'était son souci absolu euh, de... Et c'était pour ça qu'il mettait tant de temps à écrire pour être aussi proche de la réalité, pour ne pas en faire de la fiction. Pour lui, c'était ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je le dis, mais il n'y a pas de roman, c'est la réalité. Madame Bouvier, vous avez parlé de réalité, réalité donc rencontre avec les populations. Oui, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même si on vit dans la mondialisation, mais qui ne voyagent pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'écoutent pas la manière dont les autres ont envie aussi d'être entendus, d'être vus. Comment pensez-vous que la communication humaine, de manière générale, devrait pouvoir être? alors en ce moment, j'ai beaucoup de peine à vous répondre. Tout a tellement changé par rapport au voyage, par rapport au récit, par rapport à la rapidité où les gens vont et écrivent, mais sans avoir senti ce qui se passait dans les gens, dans leur cœur, dans leur vie. Et c'est totalement ce que je vis maintenant et qui me désespère un peu, c'est qu'il n'y a plus cette volonté d'aller jusqu'au fond des choses. J'ai l'impression que enfin, tout ce que je lis, tout ce que je vois et que j'entends me semble extrêmement superficiel. Mais je ne suis pas objective, parce que moi, évidemment, j'ai suivi l'usage du monde, sa progression, son voyage, sa manière de voir les choses, et même les livres suivants. Et quand j'ai voyagé avec lui, j'ai vu la manière dont il s'approchait des gens. Pour lui, c'était fondamental. Moi, j'ai pris une immense leçon en voyageant avec lui, parce que j'étais beaucoup plus timide, et, et, et bon, j'avais pas été élevée comme ça. Et puis, ça m'a donné une espèce de liberté par rapport au contact humain qu'on ne nous apprend pas quand nous sommes gamins, ici, en Europe. Donc pour moi, je peux voyager n'importe où, aller parler avec n'importe qui, et ça c'est Nicolas qui me l'a appris. Donc, ces voyages, ces écritures ont permis de détruire en vous ce qui pourrait être très naturel, c'est-à-dire la peur d'autrui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce monde irait mieux si les gens s'entendaient plus, s'écoutaient plus? Ben évidemment, évidemment. Et vous pensez que, par exemple, Internet, les portables, on peut remplacer peut-être ou aurait pu aider à mieux faire que les gens se rapprochent les uns les autres? Je suis loin d'en être convaincu. Je ne pratique pas Internet et je trouve que ces moyens de communication ne sont pas humains.
je pense que dans toute cette entreprise, l'humain n'existe plus. C'est à travers des médias, à travers des machines. Moi, si je vais quelque part, je veux voir quelqu'un. Je veux le regarder dans ses yeux. J'ai envie de lui parler. Mais pour moi, Internet, c'est... Bon, je suis peut-être un peu vieille pour en parler. Je ne suis pas dans le circuit, mais ça me paraît complètement déshumanisé. Ça me perturbe. Les rapports humains, je ne sais plus où ils sont. Est-ce que c'est en même temps au niveau des États, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous aviez envie de dire? Bon, les États, peut-être c'est les décideurs politiques. Si vous aviez des conseils à donner pour une meilleure compréhension, parce qu'on parle beaucoup de dialogue des cultures, on parle beaucoup de dialogue des civilisations, de dialogue interreligieux qui sont de grands principes évidemment, mais qui valent ce qu'ils valent. Comment vous voyez-vous ça personnellement? J'ai l'impression, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre exactement parce que je ne suis pas complètement au courant de toutes ces relations, de toutes ces assemblées, etc. Mais, comment dire, je ne pense pas que ça va au fond des choses. Et je pense que les relations humaines sont infiniment plus profondes que c'est. J'admire les gens qui essayent de faire des rencontres et tout ça. Mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue que ça aboutisse à quelque chose. Parce que je pense qu'il n'y a pas de dénominateur commun qui fasse que les gens croient en quoi que ce soit. Bon, moi je suis très croyante et je pense qu'évidemment, bon, la religion c'est autre chose, mais c'est une croyance et c'est une conviction. Et je pense que ça est complètement effacé de tous ces mouvements qui se passent en ce moment. Parce que je ne sais pas sur quoi ils sont basés. Il n'y a pas de croyance commune, rassembleuse. Qu'est-ce que vous voudriez souhaiter, par exemple, qu'ils puissent plus, en fait, relier les gens, par exemple, en dehors des croyances religieuses? Qu'est-ce qui pourrait les relier? Un Sénégalais un Japonais d'un Chinois, un Chinois d'un Suisse, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez que si on appuie dessus, on pourrait peut-être créer un dialogue? J'ai beaucoup de peine à vous répondre parce que les dialogues sont chaque fois fondés sur une croyance de l'un par rapport à la croyance de l'autre et le mariage est souvent difficile. Madame Bouvier, qu'est-ce que vous retenez plus dans vos voyages, vous personnellement? Et quels sont les pays qui vous ont plus marqué, si vous voulez, dans ces nombreux voyages effectués? Ben écoutez, moi je suis complètement ouverte au monde euh, et bon, j'ai vécu 2 ans au Japon,
j'ai vécu au Soudan pour le CICR, et à chaque fois je me dis, mais c'est extraordinaire, les rencontres et les cadeaux que vous font tous les gens que nous rencontrons. J'ai gardé un souvenir de l'Érythrée, mais incomparable, en discutant avec des combattants. J'y étais pour le CICR, et là, j'ai... Comment vous dire, j'ai senti que chacun est attaché à sa conviction et lutte pour ce que je peux parfaitement comprendre, mais ça n'évite pas la guerre. Et c'est ça qui me désole. Ouais. Donc, vous auriez souhaité qu'il y ait moins de guerres aujourd'hui dans le monde? Ah, oui, oui, oui. J'ai horreur du fanatisme. Je trouve que c'est terrifiant, parce que ça amène à des situations telles qu'on les voit aujourd'hui. Je veux dire, c'est épouvantable de regarder les nouvelles. Hein? Mais sur la Terre, maintenant, je suis un peu désespérée, parce que je ne vois aucune issue à tout ce que je peux voir, à tous ces conflits, et tout ça, c'est l'homme qui le crée. L'homme, son orgueil, son besoin de puissance, et ça, je trouve ça effrayant. Et il n'y a pas de médicament contre. On est impuissant. Madame Bouvier, quand vous étiez au CICR, je ne sais pas exactement quel poste vous occupiez, mais il vous est arrivé peut-être de voir des prisonniers dans certains pays, par exemple au Soudan ou en Érythrée. Quel est le message en fait du CICR? Alors écoutez, en Érythrée, je n'ai pas visité de prisonniers. J'étais avec les rebelles érythréens, parce que c'était encore la guerre, évidemment, et, et je n'ai assisté qu'à des distributions de vivres.